C'est parti. Bonjour à tous, content de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, en tout cas de vous accueillir au moins par écran interposé dans notre établissement. Nous aurions préféré pouvoir organiser cette rencontre avec ceux qui le souhaitaient dans notre établissement, dans nos murs, mais à l'époque, quand nous vous avions envoyé le courrier au mois d'octobre, nous commencions déjà à craindre que, premièrement, la situation sanitaire ne nous le permette pas. Malheureusement, les événements nous montrent que nous avions raison, et nous le regrettons. Et deuxième raison, c'était aussi la possibilité de vous offrir un temps de vendredi après-midi chez vous, plutôt que de vous déplacer dans l'établissement, de manière à pouvoir vivre vos projets, ce qui était important de faire pour vous, tout en conciliant cela avec le suivi de la scolarité de vos enfants. La réunion que je vais faire aujourd'hui et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui pour vous, chers parents de seconde, est repris des présentations qui ont pu être déjà faites aux élèves de première et aux parents de première, ainsi qu'aux élèves de terminale et aux parents de terminale. Nous en avons grosso modo pour une grosse demi-heure, de manière à pouvoir vous présenter ce projet qui est le nôtre, et ce projet global d'évaluation, pour que vous en compreniez les tenants et les aboutissants, et que vous puissiez saisir de quoi il s'agit exactement. Pour plus d'interactivité, ce que je vous propose, c'est de pouvoir intervenir au fur et à mesure de cette présentation sur notre chat directement. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, à nous faire remonter vos interrogations, vos craintes ou vos satisfactions, c'est aussi très important. Ou si vous ne souhaitez pas intervenir sur le chat, vous avez également la possibilité de poser vos questions directement sur École Directe. Dans ces cas-là, vous les posez à Monsieur Descoux, qui est le responsable du lycée général et technologique, qui répondra soit à vos questions en direct sur École Directe si elles sont précises et personnelles, soit si elles peuvent répondre aux demandes d'un plus grand nombre, on les partagera alors au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Donc, les choses étant dites, je vous propose de pouvoir commencer dès à présent cette présentation sur notre projet global d'évaluation. Si je présente un peu le plan de cette intervention, vous dire que le projet global d'évaluation, il entre en fait dans le cadre d'un nouveau baccalauréat et du nouveau baccalauréat qui est en œuvre depuis cette année que je vais vous présenter, qu'il répond à une demande qu'il répond à une demande du ministère et que donc chaque établissement de France, chaque lycée de France a dû créer son propre projet d'évaluation. Moi, je vais vous présenter le projet d'évaluation du lycée La Sagesse, mais il est à bien des égards commun avec forcément celui de l'ESCO, de Watteau, du Hainaut, de Dampierre, de Notre-Dame, puisqu'il y a des points qui ont été imposés par le ministère. Troisième point, vous dire comment nous, on s'y est pris. Quelle est la méthodologie que nous avons voulu mettre en œuvre au sein de notre établissement, ce qui me permettra ensuite, dans un quatrième point, de vous présenter les spécificités de notre projet et les grandes lignes sur lesquelles nous nous sommes arrêtés. Et puis, si nécessaire, enfin, on prendra un temps d'échange et de questions-réponses pour que nous puissions répondre à toutes vos interrogations.
La présentation que je vais vous faire, je l'ai faite il y a moins de 2 ou 3 heures à vos enfants, puisque de 15 heures à 16 heures et de 16 heures à 17 heures, j'ai moi-même fait cette présentation à nos élèves de seconde, générale et technologique, et j'ai commencé de la même manière qu'avec vous, en leur montrant ce schéma qui présente et résume ce qu'est le nouveau baccalauréat technologique. Le nouveau baccalauréat technologique est en fait évalué sur ce qu'on pourrait appeler une base 100. Les 100 ne représentent pas des points, mais les 100 représentent des coefficients. Nous avons 40, un coefficient sur 40 qui est attribué au contrôle continu et un coefficient de 60 qui est attribué aux épreuves terminales. Le contrôle continu, ce sont en fait l'ensemble des matières pour lesquelles la note au baccalauréat sera une moyenne des bulletins scolaires. Ça veut dire que ma note de LVA, l'anglais, ma note de LVB, l'espagnol ou l'allemand, ou ma note d'histoire-géographie, sera composée de mes moyennes de première et de mes moyennes de terminale. En ce sens, toutes les notes de première et de terminale comptent pour le bac. À ne pas confondre avec les épreuves terminales pour lesquelles, là, est-ce que ce soit les spécialités, le français ou la philosophie ou le grand oral, ce sont bien les épreuves que les élèves obtiendront à l'épreuve officielle du bac qui seront comptabilisées pour la note du bac. Ma note de philo, ce ne sera pas ma moyenne de philo, ça sera la note que j'ai obtenue à l'épreuve de philo. Pareil pour le français, pareil pour le grand oral, pareil pour mes 2 épreuves de spécialité. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à ce chiffre de 40 et comment est-ce qu'on en arrive à ce chiffre de 60? C'est extrêmement simple en réalité. Pour la note de 40, vous prenez tous les coefficients de la part contrôle continu, vous les additionnez et cela vous fait bien un total de 40. Si on suit le même raisonnement pour les épreuves terminales en additionnant tous les coefficients, cela nous donne bien un total de 60. Un nouveau bac sur la base d'un coefficient 100, 60 pour les épreuves terminales, 40 pour le contrôle continu. Pour qu'un élève obtienne son baccalauréat, il doit donc obtenir 1000 points, si on convertit ça en points. À partir de 1000 points, cela représente un équivalent de 10 sur 20. Par rapport à ce nouveau projet de baccalauréat, de réforme du baccalauréat, le ministère a donc changé les règles du jeu. Et pour cela, il a mis sur la table 2 nouveaux documents aux alentours du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août, disant des choses très précises. Un premier document qu'on a appelé et qui s'appelle le guide de l'évaluation, qui reprécise les choses au niveau du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, et puis un deuxième document un peu plus tardif, qui s'appelle les modalités d'évaluation des candidats à compter de la session 2022, dans lequel le gouvernement et le ministre reprécisent simplement les règles du jeu. Règles du jeu qui s'imposent à tous les élèves, règles du jeu qui s'imposent à tous les enseignants, et règles du jeu qui s'imposent bien entendu à tous les établissements. Qu'est-ce qui est demandé à l'intérieur de ces nouveaux documents? Quel est le cahier des charges qui est fixé par le ministère? Alors j'aurais pu mettre 4 diapos là-dedans en vous reprécisant toutes les demandes du ministère. J'en ai choisi une avec les premières demandes. Repréciser ce qu'est un projet d'évaluation, rappeler comment fonctionne le renseignement des livrets scolaires, se fixer sur la question de l'absentéisme, repréciser les aménagements et le fonctionnement des évaluations pour les élèves en situation de handicap, quel fonctionnement pour les élèves et étudiants qui n'ont pas de moyenne annuelle, comment on prend en compte la fraude, etc., etc., etc. Et sur tous ces points, chaque établissement de France a l'obligation de repréciser les règles. En fait, tout est reprécisé sur cette première image. Ce que le ministère demande, c'est de rappeler aux familles, de rappeler aux élèves que les notes retenues pour le baccalauréat dans les enseignements obligatoires, ne donnant pas lieu à une épreuve terminale, ça veut dire les notes obtenues pour le baccalauréat dans les enseignements du contrôle continu, sont les moyennes annuelles du candidat pendant les 2 années du cycle terminal. Ça veut dire que les notes du contrôle continu sont composées des moyennes de première et des moyennes de terminale. Et donc le ministère de préciser que pour que cela soit juste, il est important que chaque établissement implique son équipe pédagogique en lien avec l'inspecteur pour définir un projet d'évaluation afin de garantir l'égalité entre les candidats. Je résume. Nous avons un nouveau projet d'évaluation. Ce nouveau projet d'évaluation fait une part belle au contrôle continu. Il est donc important de s'assurer pour le législateur que les évaluations dans les lycées A, B, C, D, E ou F seront équitables. Et même plus loin que ça, de s'assurer qu'au sein d'un même établissement, les évaluations entre la seconde GTA, la GTB, la GTC et la GTD soient équitables, d'où le projet d'évaluation. Comment nous nous y sommes pris dans l'établissement?
Nous avons décidé déjà de mettre en place une première demi-journée pédagogique. Cette première demi-journée pédagogique, nous l'avons vécue avec l'ensemble des enseignants de la seconde à la terminale et nous y avons associé un inspecteur pédagogique régional. Cet IPR est venu et a aidé les enseignants, par petits groupes, à rédiger un projet commun d'évaluation. On s'est posé la question des notes, des coefficients, des absences, des rattrapages, et ça a produit un premier document. Ce document, nous avons décidé de le porter devant notre conseil pédagogique. Ce conseil pédagogique est composé d'enseignants de français, de mathématiques, d'histoire de mathématiques, de physique, de SVT, bref, de toutes les matières, de toutes les disciplines, et ce sont eux qui ont arbitré les différentes propositions des enseignants. Des choses ont été retenues, des choses ont été modifiées, des choses ont été reportées à une date ultérieure. Une fois que ce conseil pédagogique avait fixé un cadre, une deuxième journée pédagogique, demi-journée pédagogique a eu lieu, également en présence de l'inspecteur, durant laquelle, cette fois, les enseignants se sont regroupés en équipe matière pour dire, voilà, on est d'accord sur le cadre, et nous maintenant en mathématiques, comment va vivre ce projet? Et nous en histoire-géographie, et nous en langue vivante, et nous en EPS. Et ce travail étant terminé, cela a permis d'arrêter le projet global d'évaluation, on peut dire sa version définitive du projet global d'évaluation que je vous présente ce soir. Dans cette version définitive, qui fait environ 5 pages en dehors des annexes, tout de suite nous nous sommes dit que ce projet, nous voulions le présenter le plus explicitement possible, le plus clairement possible, que ce soit aux élèves, ce que j'ai moi-même fait sur l'ensemble des élèves du lycée, que ce soit aux familles, ce que nous sommes en train de faire ce soir, afin que la commande soit claire, que chacun puisse bien comprendre que si le lycée La Sagesse se met dans ce projet de rédaction d'un projet global d'évaluation, ce n'est pas une initiative de sa part, c'est simplement la nécessité de répondre à une commande ministérielle. Et que cette présentation faite, nous demandons à chaque famille de signer le projet d'évaluation de manière à bien manifester qu'elle est au courant et qu'elle a bien pris connaissance de son contenu. L'objectif de la signature du projet, ce n'est pas de savoir si les familles sont d'accord ou pas, parce que malheureusement, le projet a été validé par le ministère, mais c'est de bien signifier sa bonne prise de connaissance. Dès lors, le projet pourra alors s'appliquer, il s'applique d'ailleurs dès à présent au niveau de l'établissement et au niveau de chacun de nos élèves. Avant de prendre du temps pour vous préciser ce qui est contenu dans ce projet, je voulais vous partager quelques convictions. Et ces convictions, elles sont importantes puisque elles ont guidé la rédaction de notre projet. Premier point, c'est que notre projet respecte les arbitrages ministériels. Il respecte les obligations de l'État. Que nous demande l'État? L'État nous demande de nous assurer qu'il y a un nombre minimum de notes. L'État nous demande de nous assurer que nos moyennes sont représentatives. L'État nous demande de nous assurer qu'il y a bien des épreuves de rattrapage, qu'il y a bien des épreuves de remplacement. Tout ça, nous l'avons mis puisqu'on nous le demande. Deuxième point, l'État, nous, établissements en tout cas, nous avons décidé d'avoir un projet qui favorise les élèves courageux, qui favorise les élèves volontaires. Nous ne voulions pas que ce projet desserve ceux qui se donnent du mal, ceux qui veulent réussir. Nous ne voulions pas que ce projet desserve les élèves qui décidaient de se ressaisir, qui décidaient de se rattraper. Vous savez, en cours d'année ou en cours de semestre, on a toujours ces moments où on démarre difficilement et où d'un coup on a une prise de conscience. On ne voulait pas que cette prise de conscience, elle ne soit pas possible avec ce projet ministériel. On ne voulait pas non plus, troisième chose, que cette moyenne semestrielle, elle se joue toujours sur une seule note. On ne voulait pas que tout se joue sur une épreuve. Vous savez, ce que je disais à vos élèves, à vos enfants tout à l'heure et à nos élèves également, c'est que quand j'ai fait les rendez-vous d'inscription pour beaucoup d'entre eux, je me souviens parfaitement que certains me disaient « Alors vous étonnez pas monsieur, ma moyenne de deuxième trimestre elle est pas bonne, mais c'est parce que on a eu le brevet ou le brevet blanc ce trimestre et le brevet blanc a plombé ma moyenne. » Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'à un moment un devoir, un DS, une évaluation plombe la moyenne de tout un trimestre ou plombe la moyenne de tout un semestre. Nous avons voulu mettre en place un projet qui permette d'éviter cela. Le cinquième point, et là c'est une particularité de la sagesse, c'est que pour nous, ce projet, il n'était pas question de le vivre uniquement à partir de la classe de première et de terminale. Nous avons voulu le vivre dès la classe de seconde. Pourquoi? Parce que nous pensons que le bac se prépare dès cette année. Et que le bac, ce n'est pas un sprint qui se résume à une situation d'urgence et de stress sur 10 jours ou 15 jours ou 3 mois. Ça doit être une préparation qui est continue, lente, au rythme du jeune, au rythme des programmes,
et qui est beaucoup moins angoissante de cette manière-là. En restant ainsi fidèle à notre ADN, hein, l'accueil de chacun et l'accueil de tous, la bienveillance, mais en même temps l'exigence. Il y a un cadre, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas à transiger, quand bien même tout cela doit permettre à nos élèves de préparer l'avenir, de préparer leur orientation et de préparer derrière leur métier. Une fois tout cela posé, ce projet global de 4 pages et demie que vous avez ici résumé devant les yeux et qui a été rédigé par nos équipes, eh bien, peut vous être présenté et il contient des aspects très précis. Premier aspect très précis qui est évoqué, c'est que notre projet global d'évaluation, c'est l'introduction que je vous lis, a pour but de poser un cadre serein et bienveillant sur l'évaluation des élèves. Selon notre souhait, il concerne l'ensemble des niveaux du lycée général et technologique, de la classe de seconde à celle de terminale, afin que la formation et la préparation de chacun de nos élèves, au baccalauréat et à l'enseignement supérieur, soient construites de manière cohérente et progressive tout au long de leur scolarité au sein de notre établissement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Un projet dès la classe de seconde générale et technologique. Une volonté de préparer à l'après-bac, de se mettre directement dans la logique Parcoursup, d'avancer petit à petit dans la sérénité et la bienveillance. Ce projet, il se poursuit en reprécisant les différentes modalités d'évaluation qui peuvent être mises en place au sein de notre établissement. Les évaluations qui existent peuvent être des évaluations écrites ou orales, des évaluations pratiques ou expérimentales du laboratoire, des manipulations. Ça peut être des travaux individuels, bien entendu, mais également des travaux collectifs, des exposés, par exemple, ou des travaux de groupe. Les travaux peuvent être notés ou non notés. Je peux être évalué sans qu'il y ait forcément une note. Et mes devoirs peuvent être des devoirs faits en classe ou des devoirs faits à la maison. L'expérience des dernières années nous l'a bien rappelé malheureusement. Enfin, quand il s'agit des devoirs à plus gros coefficients, il peut s'agir de devoirs surveillés, mais également de devoirs communs ou d'examens blancs, type bac blanc. Pour les élèves de seconde générale et technologique, cela prendra la forme d'épreuves dites des épreuves communes. Ces épreuves communes, on pourrait appeler ça des mini-bacs, ça sera une période de 3 ou 4 jours dans laquelle on mettra nos élèves de seconde en condition d'examen, en préparation au baccalauréat, une forme d'entraînement. Sur ce projet, vous voyez que nous avons vraiment la volonté de laisser une place particulière à l'oral. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que dès l'année de terminale, les élèves sont évalués sur quelque chose que l'on appelle le grand oral. Ce grand oral, c'est un coefficient très très conséquent, 12, 14, merci à monsieur Descoux qui est à côté et qui met dans le support technique, donc coefficient 14. Et qu'est-ce qu'on demande aux élèves de terminale pour le grand oral ? On leur demande plusieurs choses, 3 choses. On leur demande, 1, de parler 5 minutes sans notes, mais également 5 minutes sans support. 2, de répondre à des questions et de répondre à un entretien sur un sujet qui a été tiré au sort et qu'ils n'ont pas choisi. Et 3, c'est de présenter leur projet d'orientation. Et le projet d'orientation, lui aussi, doit être présenté en 5 minutes sans notes. Vous imaginez bien que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de parler 5 minutes sans notes, 5 minutes sans support sur un sujet qu'on n'a pas forcément choisi. De là, on s'est dit, mais comment est-ce que nous, on peut y préparer nos élèves dès la classe de seconde ? Très simplement, en seconde, on va leur demander de savoir parler en fin d'année 5 minutes sans notes, debout, mais avec un support. On va les encourager à la pratique de la lecture à voix haute, en classe. On va faire en sorte que, dans l'établissement, chaque élève au moins une fois par an soit mis en situation de parler au minimum 1 minute sans note sur un sujet de son choix, ce que l'enseignant pourra valoriser d'une note. Et puis en première, on réélèvera le niveau du curseur. On leur demandera de parler 5 minutes sans note, sans support, en répondant à des questions sur un sujet qu'ils ont choisi, et d'être capable de présenter leur projet d'évaluation et d'orientation, en 3 minutes. Un projet spécifiquement dédié à l'oral, parce que l'oral prend une place particulière dans ce nouveau baccalauréat, et il faut que nos élèves y soient préparés petit à petit, et non pas dans l'urgence de la terminale, d'où ce projet qui commence en classe de seconde. Au niveau des coefficients, un gros travail a aussi été fait par les enseignants, de manière à se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait harmoniser nos pratiques en termes de coefficients au sein de l'établissement ? Comment est-ce qu'on pourrait éviter de faire en sorte que dans une matière A, un professeur mette un coefficient 18 ou 20 sur un DS ou un bac blanc et que l'autre n'y mette qu'un coefficient 2 ou 3 ? Il y a eu des échanges, il y a eu des débats et on en est arrivé sur ce positionnement. Premièrement, en disant que tout ce qui allait être les travaux et les activités réalisées à la maison ou en classe,
les DM, les exposés, les petits contrôles de connaissances rapides, les petits contrôles les petits quiz, les petits QCM, eh bien tout cela allait avoir un coefficient de 0 à 1 maximum. Au contraire, tout ce qui allait être les devoirs annoncés et les devoirs composés en classe, petite évaluation écrite, petit DS de 30, de 40 minutes ou d'une heure dans la classe annoncé par le professeur principal, évaluation de fin de séquence ou contrôle de fin de chapitre, là, ces devoirs, ce type de devoir-là pourrait se voir attribuer un coefficient de 1 à 2 maximum. Et enfin, pour ce qui était les devoirs, les DS du mercredi après-midi, les examens, les bacs blancs, les épreuves communes, les devoirs communs, là, on y affectait un coefficient de 2, 3 ou 4. De manière à ce que l'on ait quelque chose qui soit juste, équitable, mais qui ne soit pas non plus excessif d'un côté ou de l'autre sur l'un ou l'autre des types de devoirs. À côté de ça, les enseignants sont allés plus loin en se disant « Nous allons faire en sorte que les devoirs de coefficient 0 à 2, les devoirs en classe, les devoirs de contrôle de connaissances, les devoirs qui doivent valoriser les élèves qui jouent le jeu, qui sont sérieux et qui font de leur maximum, représentent environ 2/3 du nombre des évaluations. 2 évaluations sur 3 doivent correspondre à ce type de note. Et au contraire, les DS, plus conséquents, les épreuves communes, les bacs blancs, les devoirs communs, ne pourront pas représenter plus d'1/3 du nombre de notes. En faisant cela, nous avons vraiment l'envie que tout, sur un trimestre, sur une période, ne se joue pas sur une seule épreuve commune, que tout ne se joue pas sur une seule note, que tout ne se joue pas sur un seul DS. Il faut que cela reste équitable et avantageux pour les élèves, en tout cas pour les élèves qui jouent le jeu, pour les élèves qui travaillent et qui préparent. Le travail de l'enseignant, ça a été aussi d'avoir une réflexion globale sur la valeur de la note. Il y a eu des échanges, bien entendu, quand on parle de notes dans un établissement scolaire, et puis assez rapidement s'est mis en place cette triple règle en disant que quand l'élève ne maîtrisait pas le sujet, quand les compétences n'étaient pas acquises, quand le devoir n'était pas maîtrisé, eh bien les notes étaient inférieures à 10. Au contraire, quand le sujet était partiellement compris, réussi, mais pas dans l'entièreté, qu'il y avait des choses positives, on était entre 10 et 15. Et que, quand le sujet était maîtrisé, que le devoir était très bon, on arrive au-delà de 15. Vous voyez bien que l'objectif avec tout cela, c'est d'éviter les effets en disant « voilà, bravo, je te félicite, ton devoir est très bon, je te mets la note de 12 ». Non. Si c'est très bon, c'est au-dessus de 15. Si c'est 12, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, mais que le sujet n'est pas maîtrisé dans son ensemble. Rapidement, les enseignants se sont rendus compte qu'il était important de trouver un système qui valorise les élèves courageux, qui valorise les élèves qui se donnent du mal, qui valorise ceux qui sont présents, qui valorise ceux qui font de leur maximum, de manière à vivre ce que je vous avais annoncé au rendez-vous d'inscription. Vous vous souvenez, au rendez-vous d'inscription, j'aime à dire aux élèves que ce qui est important pour moi, c'est pas les notes, c'est le travail. Qu'on a le droit de rater, qu'on a le droit de pas comprendre, qu'on a le droit d'avoir des difficultés à une condition, c'est de faire de son mieux et de donner le maximum. Pour cela, les enseignants ont créé la note PACT. La note PACT, c'est la note progression, assiduité, comportement, travail. C'est une note que l'enseignant peut décider de mettre dans sa matière, un coefficient 1, chaque semestre, pour valoriser les élèves volontaires, assidus, investis, qui font de leur mieux, qui donnent leur maximum. Ça veut dire que, quel que soit son résultat, quel que soit son niveau, un élève est éligible à la note PACT. Et des élèves qui sont sérieux dans un maximum de matières pourraient avoir un maximum de notes PACT. Une note PACT de mathématiques, d'anglais, d'espagnol, de PS, de physique, de SVT, etc., d'histoire-géographie, etc., qui vont ainsi contribuer à réévaluer sa moyenne. De la même manière que des élèves qui ne joueraient jamais le jeu, qui ne seraient pas assidus et concentrés, pourraient aussi n'avoir jamais aucune note PACT dans aucune matière. Comment est-ce que se calcule la moyenne? De manière assez simple, vous prenez la moyenne du semestre 1 et celle du semestre 2, vous divisez par 2, cela vous donne la moyenne annuelle. Cette moyenne annuelle, elle est ensuite validée en conseil de classe, et c'est la nouveauté du projet qui est décidé par le ministère, c'est de dire que c'est le conseil de classe qui décide de valider ou non la moyenne. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un conseil de classe pourrait décider de ne pas valider une moyenne? Je vais prendre un exemple tout bête, purement hypothétique, purement fortuit bien entendu, ce serait de dire que tiens, un élève a 18 de moyenne en mathématiques. Tout le monde se réjouit, le conseil de classe le félicite, jusqu'à ce que l'enseignant de mathématiques prenne la parole pour dire oui,
Il a 18 de moyenne en mathématiques, mais il n'a rendu qu'un seul devoir, un DM. Et il a eu 18 à ce DM. Dans ces cas-là, le conseil de classe légitimement pourra se dire, est-ce que le 18 sur 20 de moyenne de cet élève est représentatif? Bien entendu, la réponse est non. La deuxième chose que présente le projet, c'est de dire que désormais, il est important qu'il y ait une harmonisation à l'échelle de la section. Je vous ai dit que le but du ministère, c'était d'avoir un principe d'équité entre les élèves, d'égalité entre les élèves. Et bien là, à l'issue des conseils de classe de seconde générale et technologique, les enseignants se regrouperont pour dire, ben voilà, est-ce qu'on a traité de la même manière les deux GTA, les deux GTB, les deux GTC et les deux GTD, pour éviter qu'il n'y ait des écarts entre les classes, et que sur une classe, on ait tous les élèves avec des félicitations entre 16 et 18, et de l'autre, tous des élèves avec des avertissements et 0 à 2 de moyenne. Mon exemple est volontairement très excessif, mais garder un certain équilibre, une certaine équitabilité, ou une équité plutôt. Ce système d'harmonisation, c'est tout simplement le système d'harmonisation du baccalauréat, où quand il y a les épreuves du baccalauréat, il y a des harmonisations au sein des établissements et des harmonisations entre les établissements. On en arrive à un point important du sujet et à un point important de la réforme du ministère. Le ministère, dans son texte officiel, là je vous reprends simplement le texte officiel du ministère, que vous pourrez retrouver dans les documents que je vous ai évoqués tout à l'heure, précise 3 choses. Première chose, c'est que pour être représentative, une note, une moyenne, doit reposer sur une pluralité de notes. Il n'est pas possible, selon l'article L511-1 du Code de l'éducation, etc., d'avoir un élève dont la moyenne est constituée d'une note ou d'une seule matière, ce n'est pas possible. Deuxième chose que nous précise le texte du ministère, c'est que si un élève est absent à une évaluation et que son professeur estime que cela fait porter un risque à la représentativité de sa moyenne, alors il peut le convoquer à une nouvelle évaluation, ce que l'on appelle une évaluation de rattrapage. L'élève est absent, il rate l'évaluation, le professeur estime que cela nuit à la représentativité de sa moyenne, le professeur estime que cela le pénalise, ou le pénalise par rapport aussi aux autres élèves, il met en place une évaluation de rattrapage. Cette évaluation de rattrapage, il la met en place selon les critères qu'il a décidé d'utiliser. On verra ça après. Troisième point de ce texte officiel, c'est que si un élève ne dispose pas d'une moyenne annuelle, si un élève suit plusieurs enseignements, il est alors convoqué à une évaluation de remplacement. Cette évaluation de remplacement, c'est une nouveauté du texte, c'est une nouveauté qui a été décidée par le ministère. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. On va essayer de rentrer dans le détail de ce que le ministère appelle une évaluation de rattrapage et de rentrer ensuite dans le détail de ce que le ministère appelle une évaluation de remplacement. Une évaluation de rattrapage, c'est une évaluation que l'enseignant va mettre en œuvre quand l'élève aura raté une évaluation. 2 cas de figure. Soit l'élève rate une évaluation qui a eu lieu en classe, et l'enseignant estime que cela pénalise l'élève ou que cela pénalise sa moyenne. Dans ces cas-là, il va organiser le rattrapage de la manière dont il le désire. Soit en prenant un temps directement au retour de l'élève en classe pour l'amener au tableau, lui poser 2-3 questions, le faire composer au fond de la classe, le faire composer en études, le faire composer dans une classe voisine, de la manière dont il l'entend. Il organise le rattrapage pour que l'élève soit noté. Deuxième cas de figure, en cas d'absence à une évaluation dont le coefficient est supérieur ou égal à 2, les épreuves communes, les examens blancs, les DS du mercredi après-midi, les DS communs, eh bien dans ces cas-là, le temps de rattrapage, il sera obligatoire. Il ne sera plus décidé par l'enseignant, mais il sera décidé par l'établissement. Et c'est le lycée qui le mettra en place. Et dans ces cas-là, le rattrapage, il sera organisé sur des temps banalisés. Soit les mercredis après-midi, quand il y a du temps libre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, soit le samedi matin, ce que nous avons fait la semaine dernière pour nos élèves de terminale, soit sur des temps de journée pédagogique, par exemple la journée du 10 décembre, soit durant les vacances scolaires. Tous ces temps pourront être décidés et choisis par l'établissement pour donner lieu aux évaluations de rattrapage. La présence de l'élève y sera indispensable, sauf certificat médical ou cas de force majeure, accepté par le chef d'établissement, puisque on est là sur des épreuves de rattrapage. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour 3 raisons, principalement. Première raison, c'est que pour éviter que l'élève ne soit pénalisé dans sa moyenne.
il faut que sa moyenne, elle soit représentative pour que son année de seconde, son année de première ou son année de terminale valent quelque chose. Pour que, à la fin de l'année, quand on se décide sur le projet d'orientation de l'élève, savoir sur quelle classe de première, quelle filière, quelle série, quelle section il choisit, bien qu'on ait des éléments à voir sur lesquels s'appuyer. La deuxième chose, c'est que pour bien repréciser les règles vis-à-vis des élèves et éviter ainsi le troisième point, ce qu'on pourrait appeler les absences stratégiques. Alors je me doute que ça n'arrive pas en seconde générale et technologique au lycée La Sagesse, mais ça pourrait arriver ailleurs, des élèves qui seraient amenés à sélectionner leur évaluation, à se dire, oh, bah tiens, pour en finir DS de français dans une semaine, je sens que dans une semaine je vais être malade. Je sens que dans une semaine je vais avoir mal à la tête. Je sens que dans une semaine je vais avoir un ongle incarné. Toutes ces choses qui pourraient conduire à des stratégies d'évitement et qui ne seraient pas justes. Qui ne seraient pas justes pour les élèves qui se déplacent dans l'établissement et qui ne seraient pas justes non plus aux yeux de l'élève, en lui donnant l'impression qu'il peut sélectionner et composer ainsi sa moyenne un peu artificielle. Là, c'est l'évaluation de rattrapage. L'évaluation de rattrapage ne doit pas être confondue avec l'évaluation de remplacement. Pour comprendre ce qu'est l'évaluation de remplacement, il faut comprendre ce qu'est une moyenne représentative. Et là, il y a une règle du jeu qui a été fixée, qui est de dire au lycée de la Sagesse que pour qu'une moyenne semestrielle par matière soit représentative, ça veut dire pour qu'elle soit validée par le conseil de classe, le seuil minimum du nombre d'évaluations est fixé pour chaque enseignement à 2/3 du total des coefficients des évaluations proposées au cours du semestre. Là, normalement, vous n'avez pas compris, c'est normal. Schéma. Imaginons, prenons l'exemple de l'histoire-géographie, un élève, on va regarder l'ensemble des évaluations que cet élève a eu durant le premier semestre. Durant le premier semestre, en histoire-géographie, cet élève a eu 4 DM qu'il a dû faire à la maison, des devoirs maison, chaque DM étant coefficienté à hauteur de 0,5. En plus de cela, il a également eu des évaluations, des interrogations écrites, des petits contrôles de connaissances, des contrôles de définition, de frises chronologiques, de connaissances de cartes, de petits contrôles de cours, 3 interrogations écrites d'un coefficient 1. Il a eu un DS plus conséquent, un DS coefficient 2, en études, un mercredi après-midi, et ce trimestre, il a également eu des épreuves communes, avec un plus gros DS, qui est un DS coefficient 3. Au total, sur le semestre, en histoire-géographie, cet élève a donc eu 4 DM, 3 évaluations écrites, 2 DS, soit un total de 9 notes, 9 évaluations. Mais si l'on prend le total de la somme des coefficients de chaque devoir, alors dans ces cas-là, on voit que les coefficients représentent un total de 10. Si je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, on nous dit que le seuil minimum est fixé pour chaque enseignement à 2/3 du total des coefficients des évaluations. Soit, si on est sur un total de 10, un chiffre compris entre 6 et 7. Ça veut dire que pour que ma moyenne soit représentative, il faut que mon enfant, si je prends l'ensemble des évaluations auxquelles il a participé, si je prends l'ensemble des coefficients de ces évaluations, eh bien que je regarde si l'on est bien à un total de coefficients compris entre 6 et 7. Je vais vous prendre un exemple pour simplifier la chose. Prenons l'exemple d'un élève. Un élève qui décide d'avoir des absences stratégiques. Il va donc faire ses 4 DM, coefficient 2. Il va donc faire ces 3 évaluations écrites en classe, ces petits contrôles de connaissances, ces petites interrogations écrites, parce qu'elles sont plus faciles à préparer. Il a donc fait 7 devoirs. Il va éviter le DS et il va éviter le rattrapage du DS. Il va éviter l'épreuve commune et il va éviter le rattrapage de l'épreuve commune. Et on se retrouve donc avec un élève qui a 7 notes, mais qui n'a fait aucun DS. Si l'on vérifie, on se rend compte que ces 7 notes, cela représente un total de coefficient 5, 2 plus 3. Il n'est donc pas entre 6 et 7. Il n'a donc pas une moyenne qui est représentative. A contrario, prenons un élève qui a des soucis de santé, qui a eu des soucis de famille. Il est venu à son épreuve commune, où il a rattrapé son épreuve commune, coefficient 3. Il est venu au DS, où il a rattrapé son DS, coefficient 2. Il a pu participer à une évaluation, coefficient 1, et il a rendu 2 DM sur 3. Parce qu'il a eu des soucis de santé ou des soucis de famille. Cet élève a donc bien 3, plus 2, plus 1, plus 1. On arrive à un total de 7. Même si cet élève
contrairement au premier, n'a lui fait que 5 évaluations contre le premier qui en avait fait 7, sa moyenne est plus représentative. Il a donc davantage joué le jeu et sa moyenne va donc être validée par le conseil de classe. Vous voyez que nous, ce système, qui est le système qui est retenu en première et en terminale pour le baccalauréat, nous l'appliquons en seconde générale et technologique avec un peu plus de souplesse, en disant que si un élève est en deçà de ce taux des 2/3, eh bien sa moyenne pourra ne pas être retenue par le conseil de classe. Alors vous allez dire, mais dans ces cas-là, si l'élève n'a pas de moyenne dans l'une ou l'autre des matières, comment ça va se passer pour lui? Eh bien, on en reprend et on en revient au texte qui est le texte du ministère, le texte officiel. Que dit le texte du ministère? Il dit quelque chose de très simple. C'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le ministère qui l'a imposé. Il dit que c'est simple. Si la moyenne d'un élève est jugée non représentative par le conseil de classe, par l'enseignant, alors cet élève est convoqué à une évaluation de remplacement. C'est-à-dire que la note qu'il obtiendra à l'évaluation de remplacement remplace toutes les autres notes obtenues et devient la nouvelle moyenne de l'élève. Je résume. Toujours pour mon élève d'histoire-géographie, qui a fait ses 7 notes, mais dont les notes ne sont pas représentatives de la moyenne, parce qu'il a volontairement décidé de ne pas faire ses DS et de ne pas les rattraper. Eh bien, dans ces cas-là, toutes ces notes du semestre sont effacées. Et il va tout jouer sur une note, sur un DS, sur un gros DS de 2 heures, de 3 heures ou de 4 heures, selon la matière. Type bac, avec un sujet type bac. Alors, pour les secondes, un sujet type bac, mais en lien avec ce qu'ils maîtrisent, en lien avec ce qu'ils ont appris, en lien avec le programme. Mais l'idée étant qu'en fait, l'élève, la note qu'il obtiendra à cette évaluation, ce sera sa note de l'année. Je vous prie de croire, chers parents, que quand j'ai expliqué ça tout à l'heure à vos enfants, ils ont bien compris tout de suite les enjeux. Et ils ont bien vu que, entre valider ma moyenne sur un ensemble de notes, sur un ensemble d'évaluations, avec des petites évaluations, des petits quiz, des petits QCM, des exposés, des notes qui sont faites par mes enseignants pour réévaluer ma moyenne, ou tout jouer sur une seule note type bac et type DS, ils ont vite choisi, ils laissent la chance à la pluralité de notes. Ce système est plus juste et plus équitable puisqu'il laisse la possibilité aux élèves de toujours se rattraper, d'éviter les stratégies de contournement et d'avoir un système qui est plus juste, qui est plus équitable. Bien entendu, nous sommes convaincus que ces évaluations de remplacement, il n'y en aura quasiment pas. Puisque tout l'objectif de ce système, c'est de faire en sorte que l'élève y soit suffisamment sensibilisé en amont pour comprendre que ce n'est pas son intérêt et que les évaluations de rattrapage qui seront en œuvre lui permettront de réussir et de construire sa moyenne progressivement, petit à petit. Donc n'hésitez pas, si sur ce point-là, qui est le point un peu le plus technique de cette présentation, si je puis dire, il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur École Directe à Monsieur Descoux ou à les poser directement dans le chat. Pour avancer sur cette présentation, 3 derniers points très rapides pour moi à vous préciser et à rappeler aux enfants, à rappeler aux élèves, à rappeler aux jeunes. C'est tout d'abord sur la question de la fraude. Nous serons intraitables sur les questions de tricherie. Un élève qui est pris sur le fait en train de tricher se verra notifier la note de 0. Rien de bien surprenant là-dedans, cible d'une sanction disciplinaire. Quand il y aura un soupçon de fraude, une suspicion de fraude, ça veut dire typiquement on ramasse des devoirs et on se rend compte que ce sont les mêmes erreurs sur 2 élèves qui étaient assis l'un à côté de l'autre, dans ces cas-là, ces 2 élèves seront convoqués à un entretien avec le professeur principal, l'enseignant de la matière et éventuellement la famille, pour voir ce qui s'est passé, voir si la fraude est avérée ou pas. Auquel cas des sanctions pourront être prises. Donc là-dessus, pas de changement. Deuxième petite précision à vous faire, c'est que pour les élèves qui sont en situation de handicap, qui ont un PAI, un PPS, un GVASCO, ceux qui avaient droit à des aménagements l'année dernière au moment du brevet, du diplôme national du brevet, eh bien ces aménagements, ils doivent être vécus dans toutes les évaluations. Je vais me préciser un petit peu les choses. Quand on est sur les évaluations en classe, quand on est sur les évaluations du mercredi après-midi, il n'est pas possible de mettre en place des tiers-temps. Il n'est pas possible de mettre en place des EVS ou des AVS pour tout le monde. Il n'est pas possible de faire composer sur ordinateur ceux qui doivent toujours composer sur ordinateur. Dans ces cas-là, on va avoir des aménagements d'épreuves, des aménagements d'écrits. C'est-à-dire que on va permettre à l'élève de bénéficier d'un barème aménagé, d'une réduction du nombre de questions, d'une réduction d'écrits, de manière à ce qu'il ne soit pas pénalisé. Par contre, quand on est sur les bacs blancs, quand on est sur les épreuves communes, dans ces cas-là, les élèves pourront bénéficier de l'ensemble des aménagements auxquels ils ont droit, que ce soit des tiers-temps, que ce soit des salles pour travailler seuls, que ce soit des AVS, que ce soit composé sur un ordinateur.
tout cela sera bien respecté à ce moment-là. La troisième petite précision à vous faire, c'est que dans la foulée des 4,5 pages du projet, on a les annexes. Et dans les annexes, on a des précisions qui ont été faites par les enseignants matière par matière, pour que chacun puisse bien repréciser les règles du jeu, pour que les élèves comme ça et les familles en soient au courant en amont. Comment on évalue en histoire à la sagesse, comment on évalue en mathématiques à la sagesse, comment on évalue en biologie, en physique-chimie, en EPS, en français ou en spécialité à la sagesse. Les règles du jeu sont ainsi beaucoup plus claires pour tout le monde. Pour toutes ces raisons, je pense qu'on peut modestement affirmer que les règles et les principes que nous avions annoncés au début de cette présentation sont tenus par notre projet. Pourquoi ? Parce que, notre projet respecte bien ce que le ministère impose. Notre projet respecte bien cette logique du nombre minimum de notes, de la moyenne représentative, des épreuves de rattrapage, des épreuves de remplacement. De deux, nous avons bien un projet qui favorise les élèves courageux, les élèves volontaires. Ce projet de notre pacte, qui est une coloration propre à la sagesse, valorise les élèves non pas en fonction de leurs résultats, mais en fonction de leur investissement. Et c'est une bonne chose. Troisième point, c'est que nous avons aussi un projet qui permet aux élèves de se rattraper, de se ressaisir. Tout ne se joue pas, point 4, sur une seule note. Tout ne se joue pas sur une seule épreuve. Il y a toujours possibilité pour les élèves, quand ils sont assidus, quand ils sont présents, quand ils se donnent les chances de réussir, de se rattraper. Cinquième point, notre projet, il se prépare dès la classe de seconde. Oui, c'est un objectif bac, mais nous ne voulons pas laisser nos élèves dans l'impréparation dès cette année. Nous préférons petit à petit mettre des objectifs réalistes, tenables, réalisables, encourageants, de manière à mettre les élèves en projet petit à petit vers le baccalauréat et de faire en sorte que dès l'année prochaine pour le bac en première, ils soient prêts. Que dès l'année prochaine pour les épreuves de français, ils soient prêts et que dans 2 ans pour les épreuves de philosophie ou de grand oral, ils soient prêts. Et enfin, ce projet est fidèle à nos valeurs et fidèle à notre ADN puisque il est profondément ancré dans un principe de bienveillance, d'encouragement pour les élèves volontaires qui jouent le jeu, mais également dans un principe d'exigence. La tricherie n'est pas tolérée, les absences stratégiques ne sont pas tolérées, tout ce qui pourrait nuire à l'égalité et à l'équité entre les élèves n'est pas toléré, puisque au baccalauréat, il y a bien ce système qui sera mis en œuvre, et puis n'oublions pas que le baccalauréat, c'est une porte sur l'après, et qu'il y a bien l'après, où le travail individuel, la préparation à l'université, le fonctionnement de Parcoursup exigent que les élèves respectent tout un ensemble de règles à laquelle nous essayons et auxquelles nous essayons de les préparer. Ce document a déjà été remis à certains élèves et certaines familles. Je sais que certains élèves l'ont déjà présenté ce soir à leurs parents, vont le présenter après. C'est le document que nous vous demandons de signer. Il sera ainsi intégré au dossier de l'élève pour montrer que vous avez bien pris connaissance de ce projet et que vous en avez cerné les tenants et les aboutissants. Alors avant de conclure, n'hésitez pas, c'est maintenant le moment si vous avez des questions à poser sur École Directe ou des questions à poser sur notre chat. Je me permettrai moi de conclure simplement avec cette citation que nous avons mise dans notre projet d'évaluation et qui était importante pour nous, qui dit ceci. Il n'y a pas 2 apprenants qui progressent à la même vitesse. Il n'y a pas 2 apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. Il n'y a pas 2 apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'études. Il n'y a pas 2 apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. Il n'y a pas 2 apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt. Il n'y a pas 2 apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. Tous nos élèves sont différents. Tous les jeunes que vous nous confiez sont différents, mais nous avons un seul objectif, c'est tous les accompagner de la même manière, tous les faire progresser et réussir de la même manière. C'est toute l'ambition de notre établissement et c'est toute l'ambition de ce projet global d'évaluation. Voilà pour cette présentation qui présente un petit peu ce projet, son cadre, son rôle, sa mission. Donc je vous propose maintenant de pouvoir répondre éventuellement à vos questions, à vos remarques, si vous en avez. Est-ce qu'on a eu des questions, des demandes particulières? Nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas de remarques. N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole maintenant. Cet exposé, vous le retrouverez directement sur notre chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à le reprendre. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à les poser directement à Monsieur Descoux ou au professeur principal ou aux enseignants de vos enfants. Ce projet, vous le recevrez sur vos boîtes dans l'onglet documents École Directe à partir de lundi. Donc, vous pourrez en prendre connaissance, sachant que là, vous en avez eu
plus que les grandes lignes, le contenu le plus détaillé possible. Si, écoutez, il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une belle soirée, en vous souhaitant de profiter du week-end, en vous rappelant que demain, si vous êtes dans l'établissement, on a un petit marché de Noël qui est organisé, et puis aussi un forum à venir. Ça peut être l'occasion de parler orientation avec vos enfants, de venir rencontrer des professionnels, de venir rencontrer des écoles qui font le déplacement au sein de notre établissement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dans ces cas-là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.